Bonjour à tous et bienvenue dans ce chat et bienvenue dans ce retour d'expérience consacré à l'antennerie acoustique aujourd'hui et à la spatialisation du son avec Bimea et en l'occurrence Bruno Gas, son fondateur, qui va nous expliquer et nous démontrer ce que sont toutes les capacités offertes par ces technologies et voilà, tout ce qu'il est possible d'en faire. Donc sans plus attendre, Bruno Gas de Bimea. Merci. Merci Mathieu, merci à tous, bonjour à tous, et puis toutes mes excuses pour ce petit délai en retard, petit retard qui n'était pas prévu, donc je vais pouvoir commencer ma présentation. Donc alors je vais déjà me présenter. Donc je suis Bruno Gas, en fait je suis enseignant-chercheur à Sorbonne Université maintenant depuis 25-26 ans. Je suis professeur des universités, ma spécialité c'est l'IA. Plus exactement, les réseaux de neurones. J'ai fait ma thèse en réseau de neurones que j'ai soutenue en 1994, si je me souviens bien, sur les réseaux de neurones de type Spike. Et puis depuis, j'ai été recruté à Sorbonne Université, où là, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années sur les réseaux de neurones appliqués à l'audio, c'est-à-dire plus exactement à l'extraction de caractéristiques des signaux audio. Et donc, ensuite, j'ai intégré un laboratoire qui s'appelle l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, dans lequel je travaille pour de la robotique sur des problématiques de perception, là encore en utilisant des techniques de machine learning. Et puis, plus récemment, mais je vais y venir dans ma présentation, j'ai décidé de créer une entreprise qui s'appelle Bimea, qui a été créée en 2024. Et donc, sur un projet de transfert de technologie de Sorbonne Université concernant l'audio, et que je vais maintenant vous détailler. Alors, dans mon exposé, j'ai prévu plusieurs aspects. Donc, je vous parlais déjà, je vais vous dire quelques mots sur Bimea et sa création. Je vais vous dire aussi quelques mots sur ce qu'on appelle l'antennerie acoustique. Et puis, mes recherches, et puis surtout, je vais vous développer un petit peu la technologie qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis, un business case un peu particulier qui est l'élevage. Donc, le monitoring d'élevage, pour être plus exact. Et on verra qu'on peut appliquer des antennes qu'on peut placer dans des environnements d'élevage pour faire du suivi d'élevage et faire de l'étude de ce qu'on appelle le bien-être animal. Alors, ça fait un programme chargé. Et puis, j'ai prévu aussi, à la fin de mon exposé, un petit peu de démonstration où j'ai emmené des matériels pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'on peut faire avec ce que l'on produit actuellement. Voilà. Alors, d'abord, Bimea, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est donc une start-up qui a été créée maintenant il y a 2 ans et dont l'objectif, c'est de construire, de concevoir et puis de commercialiser ce qu'on appelle des antennes de microphones. Donc, pour des industriels, pour des chercheurs, mais aussi dans une application plus verticale, pour des applications type monitoring, pour rester général. Alors, l'idée, c'est de combiner les aspects acoustiques d'une part et les aspects IA. Alors ça s'explique historiquement parce que en réalité, moi, pour reprendre mon cursus, j'ai été directeur d'un master pendant 7 ans, master des sciences de l'ingénieur de Sorbonne Université. Et puis, à cette occasion-là, j'avais un directeur adjoint avec moi et qui s'appelait François, enfin, c'était toujours François Olivier, et qui lui est acousticien et qui est un chercheur de l'Institut Jean-Laurent d'Alembert. Et puis moi, j'étais donc chercheur à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, et j'avais depuis longtemps l'envie de créer une boîte, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, du côté de Jean-Laurent d'Alembert, eh bien, ils avaient mis au point depuis 10 ans un système qu'ils ont appelé Méga Micro, et qui permet de faire donc de l'antennerie acoustique. Et puis, il n'y avait personne pour commercialiser leur système. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de se mettre ensemble. Et donc, on est devenu associés pour la création de cette start-up. Donc, il y a plusieurs compétences. La mienne, donc, qui est plutôt IA de façon très générale, celle de François Olivier, qui est un acousticien, donc l'expert acousticien, en réalité, c'est lui. Et puis, on a été rejoint par une troisième personne qui s'appelle Sylvain Argentieri, donc qui enseigne aussi à Sorbonne Université, et puis qui est dans mon laboratoire, et qui lui est expert en traitement du signal et qui a fait une thèse dans le domaine de l'antennerie auditive.
Et puis, on est également aidé par un personnel de Sorbonne Université qui s'appelle Hélène Moinjon et qui est ingénieure en électronique et qui a mis au point ces 10 dernières années ce système, plutôt qui a fait partie de l'équipe qui a mis au point ce système dont je vais vous parler. Oui, excusez-nous pour cette petite interruption. On faisait juste en sorte de pouvoir streamer le fond de la présentation en même temps. C'est reparti. On ne me voyait que moi. C'est quand même intéressant de voir les slides également. Donc, comment je vais enlever. Alors, voilà, et puis on a déjà constitué un advisory board, donc avec Frédéric Verluise, qui a des compétences fortes en industrialisation, qui est une problématique qui nous concerne de près, et Eric Oresny, qui a déjà monté des boîtes dans des domaines relativement proches. Alors, qu'est-ce que c'est que l'antennerie acoustique? Donc, moi, je vais plutôt me mettre debout, je préfère me mettre debout, c'est plus simple. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'antennerie acoustique, ni si ceux qui nous écoutent savent ce que c'est que l'antennerie acoustique. Donc, je vais en dire juste 2 mots pour comprendre la suite. En réalité, lorsque l'on utilise un seul microphone, eh bien, on entend les ondes audio qui nous arrivent, on les perçoit, on peut les traiter, mais on ne sait pas d'où elles viennent dans l'espace. C'est-à-dire que c'est omnidirectionnel, ça peut venir de toute direction, on ne sait pas d'où ça vient, contrairement à quand on regarde avec une caméra, le flux vidéo, évidemment, on voit les objets dans l'espace, donc ça n'a rien à voir. Donc l'idée, c'est tout simplement de coupler plusieurs micros ensemble, parce que si on assemble plusieurs microphones ensemble, eh bien on arrive, en utilisant des dispositifs de traitement du signal, on arrive à localiser les sources de son dans l'espace, c'est-à-dire savoir d'où elles viennent. Alors, comment ça marche en 2 mots? C'est tout simplement dû au fait que on peut prendre, plutôt que l'exemple d'une antenne de micro, on appelle microphones antenna en anglais, mais microphones array également en anglais, on peut prendre l'exemple des 2 oreilles, puisque nous pouvons, malgré tout, même si on n'a que 2 oreilles, on arrive à localiser les sons dans l'espace, c'est-à-dire savoir s'ils viennent plutôt de la gauche, en face, ou de la droite. Donc, tout ce qui se passe, c'est que nous avons 2 capteurs, donc nos 2 oreilles, et puis que lorsqu'on place une source dans l'espace quelque part, eh bien, le trajet de la source vers les 2 oreilles n'est pas le même. Il va être plus long dans un cas que dans l'autre, sauf si, évidemment, la source est en face de nous. Que fait le cerveau? Eh bien, le cerveau, il intègre ces différences, c'est-à-dire qu'il calcule les différences de temps d'arrivée, et il en déduit que la source est plutôt sur la droite si le temps d'arrivée est plus rapide, c'est-à-dire si le signal qui vient sur la droite arrive plus vite que le signal qui arrive sur l'oreille gauche, et vice-versa, si la source vient de la gauche. Alors, il y a d'autres attributs dans l'audio qui permettent au cerveau de s'en sortir, c'est notamment, par exemple, la boîte crânienne, qui va faire une occultation, et qui fait que si la source est sur la droite, eh bien, pour certaines fréquences, en particulier pour les plus hautes fréquences, elles sont barrées par la boîte crânienne, et donc on entend plus fort à droite qu'à gauche, et donc le cerveau, en déduisant encore, ça lui donne un deuxième indice, que la source est plutôt à droite qu'à gauche. Et pour les basses fréquences, ça va être le déphasage des 2 signaux à l'arrivée, pour les hautes fréquences, ça va être l'occultation de la boîte crânienne. Donc le cerveau intègre tout ça, il arrive à savoir d'où ça vient, à gauche ou à droite. Donc, les antennes de micro, c'est exactement la même idée, sauf qu'on ne va pas utiliser le phénomène d'occultation, ou très faiblement, on va utiliser les phénomènes de déphasage, et plutôt que d'utiliser seulement 2 micros, on va en utiliser beaucoup plus. Alors en fait, ça tient à quoi? Ça tient au fait que on fait appel à une technique qui s'appelle la technique de beamforming. Alors, il y a beaucoup de variantes, c'est une technique qui est connue des traiteurs de signal et des acousticiens depuis les années 50-60, ça fait longtemps déjà. Et cette technique, elle part de l'idée que si, par exemple, on a un ensemble de microphones et puis qu'on a une source, on va donc avoir N microphones. Si on a N microphones, on va donc avoir N arrivées. C'est selon le point dans lequel la source dans l'espace, la source se trouve, eh bien, on va avoir N trajets différents. Et donc, les signaux vont arriver avec N déphasages différents. Et plus le nombre de micros est important, eh bien, plus l'effet dont je vais vous parler tout de suite va être important, à savoir si vous sommez tous ces signaux, ils vont avoir tendance à s'annuler. Il faut qu'évidemment ils soient centrés, ce qui est le cas normalement des signaux audio
en première hypothèse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, tous ces signaux arrivent déphasés, donc les uns, ils s'annulent les uns les autres. Et donc, si on fait la somme, on a 0. J'exagère, ça veut dire quand même que n tend vers l'infini quand on a 0. Mais imaginez 2 secondes maintenant que vous fassiez les petits décalages qu'il faut sur chacune des voies d'entrée pour compenser les décalages naturels qui arrivent. À ce moment-là, c'est l'effet inverse qui se produit. Vous avez une addition de tous les signaux et vous avez un très fort pic qui arrive. Donc, c'est ça l'antennerie. L'antennerie, elle va être de calculer les délais qu'il faut. Alors, à chaque point dans l'espace, on va avoir une distribution de délais différents. Donc, si on veut balayer l'espace, eh bien, on va monter une matrice qui va nous représenter toutes les formes de délais possibles. Et à chaque point de l'espace, on aura une distribution de délais donnés. Donc, on peut s'amuser à balayer l'espace et on peut, du coup, détecter des sources présentes à tel ou tel endroit. C'est ça l'idée. Alors, évidemment, ça veut dire qu'il faut un grand nombre de micros. Plus le nombre est important, plus l'effet est important. Et puis, il y a des questions de fréquence aussi. Ça va marcher plus ou moins bien selon les fréquences. Ça va plutôt mieux marcher dans les fréquences aiguës, à condition de ne pas monter trop haut, que dans les fréquences graves où ça va être plus large. Mais là, je ne vais pas rentrer dans ce type de détails parce qu'on rentre vraiment dans de l'acoustique. Mais là, disons que je vous ai juste exposé le principe. Alors, ça peut rappeler quelque part les réseaux de neurones parce qu'il y a ces histoires de délai. Et donc, on peut s'imaginer que si on passe en fréquence, on va pouvoir faire de la compensation de délai en faisant de la pondération avec des poids respectifs qui correspondent aux différents délais. Et là, on peut s'imaginer des systèmes de type machine learning pour apprendre les différentes positions dans l'espace et arriver à reconstruire un espace d'énergie. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail. Un exemple, là, c'est des tests qui ont été effectués par le laboratoire Jean Laurent d'Alembert sur le déploiement d'une grande antenne que je vous montrerai tout à l'heure et qui permet ici de faire ce qu'on appelle de l'imagerie acoustique. Donc, on va superposer une image réelle avec une image sonore issue justement de ce traitement de l'uniformité. Plus c'est rouge, plus vous avez de l'intensité dans l'énergie acoustique. Donc là, évidemment, à quoi ça va nous servir? On comprend bien, ça va servir à étudier les impacts du bruit d'un véhicule et notamment d'arriver à voir où se situent les impacts de bruit les plus importants. Là, en l'occurrence, c'est le contact des roues et du sol. Je vous invite à faire attention quand un véhicule passe, vous entendez sans vous en rendre compte beaucoup plus les frottements des pneus sur le sol que le moteur en lui-même. Donc, voilà, ça c'est un type d'application, il y en a plein d'autres. Alors au laboratoire, ils se sont amusés à développer une première application pour tester leur système, qui est le coup de l'aspirateur, où là, vous avez la même idée, c'est-à-dire construire une image acoustique, mais à différentes fréquences. Alors, plus basse fréquence, à 250 Hz, on est bas, on voit qu'on a un halo lumineux très large, c'est difficile de localiser. Et puis, plus on monte, plus en fréquence, plus on voit les impacts des différentes sources de bruit et leurs fréquences et leur localisation. Et on voit notamment que l'embouchure de l'aspirateur fait beaucoup de bruit, par moment même plus que le moteur lui-même. Et que donc, ceux qui conçoivent des aspirateurs, c'est tout de même intéressant aussi de s'intéresser à l'embouchure de l'aspirateur. Alors là, on a un peu une idée d'une application plus verticale que l'on pourrait mettre en œuvre et qui nous intéresse, nous, en tant que développeurs d'antennes, qui est de développer des systèmes de mesure qui vont au-delà de simplement étudier les aspects acoustiques, la répartition en fréquences des phénomènes acoustiques sur le système, mais carrément d'arriver à estimer le bruit en décibels à tel endroit dans l'espace. Donc, estimer l'énergie sonore, l'énergie acoustique à différents endroits de l'espace pour pouvoir faire, par exemple, certifier le système que vous seriez en train de mesurer et pouvoir dire, ben voilà, mon système à 1 mètre, il fait tant de décibels en émission sonore, pas plus, pas moins. Ça nécessite de certifier l'antenne pour pouvoir arriver à faire ça et de faire la certification. C'est un des objectifs que l'on a, de certifier le système qui s'appelle Megamicros, du fait du nom qui a été donné par le laboratoire. Ça, c'est la première chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça existe depuis très longtemps, les problématiques d'antennerie, sauf que, eh bien, autrefois, et il n'y a même pas si longtemps que ça, pour réaliser des antennes avec plein de micros, eh bien, ça nécessitait énormément de fils électriques. Et puis ensuite, il faut savoir que chaque micro étant un composant analogique, eh bien, il y a une très forte sensibilité à tout ce qui est perturbation électrique sur la transmission. Il faut amplifier tout ça correctement. Donc, c'est des problèmes très difficiles. Le résultat, c'est que jusqu'à il y a 20 ans, les antennes qui étaient construites étaient extrêmement onéreuses. Typiquement, il fallait compter 1 000 € la voie. Donc, si vous faisiez une antenne à 512 micros, multipliez 512 par 1000, ça vous donne une idée du prix que ça pouvait coûter. Résultat, c'était réservé essentiellement
aux gros industriels qui pouvaient se permettre d'envisager ce type d'équipement. Alors, j'ai pas repris la photo, mais il y en a une qui est assez connue, qui est la photo de Siemens, où on voit, ils ont instrumenté une soufflerie, qui est la soufflerie chez Honda, et on peut voir en regardant sur Internet les photos qu'ils diffusent sur Internet de leur système. Eh bien, on voit une très grande antenne qui est déployée, et cette antenne, elle coûte extrêmement cher parce que précisément, elle est faite en système analogique. Alors, c'est là qu'il va y avoir une rupture, puisque maintenant, technologique, puisque depuis maintenant un certain nombre d'années, eh bien, sont apparus des composants qui s'appellent les MEMS, et donc qui permettent d'intégrer sur des circuits intégrés des systèmes électromécaniques, dont des microphones, et qui donc, permettent une hyper-miniaturisation du système. Deux, comme en général dans le circuit, on va vouloir ajouter, si possible, c'est pas toujours le cas, ça dépend des MEMS, mais nous c'est notre cas, ajouter un échantillonneur numérique, ça signifie que à la sortie du MEMS, qui fait 2 mm sur 3 mm, tout petit comme composant, je vous en montrerai tout à l'heure, et on va se retrouver, on va récupérer un signal numérique. Alors ça, l'impact est énorme, parce que le signal est numérique, donc il n'est pas perturbé de la même façon qu'un signal analogique, qui, au sortir d'un micro, s'il n'est pas préamplifié, est extrêmement faible et donc très sensible à toutes les perturbations électromagnétiques autour. Donc là, on n'a plus cette problématique-là. Alors, on a d'autres problématiques qui vont se poser, mais celle-ci, on ne l'a plus, donc on a un système qui devient hyper miniaturisé, qui coûte beaucoup moins cher, parce qu'un MEMS, aujourd'hui, c'est 2 € l'unité pour un microphone, contrairement aux microphones analogiques qui sont beaucoup plus chers. Quelque part, évidemment, il faut payer tout ceci. Alors, on va le payer comment? On va le payer par une baisse de la qualité. On ne trouve pas la même qualité dans un micro-MEMS que l'on va trouver sur un micro analogique de mesure extrêmement sophistiqué. Un micro analogique de mesure, ça peut coûter jusqu'à 15 000 € l'unité, pour donner une idée. Donc là, non, ça coûte beaucoup moins cher, mais ça n'a pas les mêmes caractéristiques. Par exemple, un micro-MEMS, un microphone MEMS comme ce qu'on utilise, va avoir une réponse à peu près plate, jusqu'à 10 kHz, puis après, ça va commencer à monter beaucoup. Donc, ça va suramplifier les aigus. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on analyse justement cette suramplification et puis on la compense. Et je vous montrerai tout à l'heure sur le logiciel comment on fait ça. On compense pour arriver à avoir une réponse à peu près plate. Alors vous allez me dire c'est problématique parce que si on fait ça, ça veut dire qu'il faut mesurer les caractéristiques de chacun des MEMS pour voir les compenser personnellement chacun des MEMS. Or non, comme ils sont fabriqués en très grande série, pour peu que vous ayez des MEMS qui appartiennent au même moule, fabriqués dans la même série, eh bien, ils ont tous des caractéristiques extrêmement faibles. Et ça a été une des preuves apportées par le laboratoire qui a pu montrer que la dispersion d'un MEMS à l'autre était extrêmement faible. Et du coup, ça nous évitait d'avoir à faire ces mesures sur tous les MEMS. Un seul suffisait. Voilà. Alors évidemment, il y a aussi également diminution énorme de quantité de câbles, puisque sur un seul câble, déjà, on va pouvoir transporter les signaux de deux MEMS qui sont en général appairés en stéréo, droite et gauche, tout ça, on véhicule ça sur un seul câble. Puis, nous, on va utiliser une autre technologie qui est la technologie du câble RJ45, qui permet de véhiculer 4 voies. On a 4 fils dedans, plus 2 horloges de clock, plus l'alimentation, plus le neutre. Et 4 voies véhiculent chacune 2 voies. En réalité, les 4 fils véhiculent chacune 2 voies. Et donc, sur un fil Ethernet, on peut transmettre 8 microphones, ce qui correspondra à ce qu'on appelle un faisceau. Et donc, chez nous, tout a été défini en faisceau. Alors, je vais vous montrer un exemple de faisceau. On retrouve notre fameux câble Ethernet ici. Et vous avez à chaque fois une capsule, une mini-capsule, à l'intérieur duquel vous pourrez voir le MEMS. Et puis ici, en bout de course, on se retrouve avec notre connecteur. Et puis, on peut connecter ça directement donc, à une prise USB. Alors attention, ce n'est pas un réseau, donc ça ne se branche pas sur le réseau, bien entendu, mais ça va se brancher sur un concentrateur. Donc, ici, j'ai donc un faisceau de 8 microphones. Et puis, pour faire fonctionner ça, il faut à minima un concentrateur dont je vous ai apporté un exemplaire ici, qui est un concentrateur, lui, 32 voix. Donc, avec ça, on va pouvoir brancher 4 faisceaux de microphones et donc pouvoir travailler sur 32 voix en parallèle. Ça, c'est pour donner une idée, le coût de l'ensemble, les 32 voix, plus le circuit méga micro, plus son boîtier, tout intégré et tout, on voit ça pour 4 000 €. C'est-à-dire que maintenant, les laboratoires peuvent s'équiper facilement, de façon très peu chère, de ce type de système-là.
en sachant que, alors, on n'est pas les seuls à faire ça existe déjà dans le commerce, hein, il y a aussi des concurrents qui savent faire ça, mais disons que nous, la différence, c'est que là, il est designé de sorte qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut, les faisceaux, on fabrique différents types de faisceaux, donc selon les besoins. Là, par exemple, un autre type de faisceau avec un autre type de câblage, du câblage IDC qui est déjà plus fin. Puis on peut aller jusqu'à réaliser des systèmes encore plus fins, encore plus petits. Et là, on va avoir de la nappe FFP, comme ceci, où vous allez trouver cette fois-ci, pareil, les capsules MEMS à l'intérieur, ici, chacun des circuits, et avec toujours pareil, en bout de faisceau, la connexion RJ45. Alors là, je vais vous la montrer, que vous allez pouvoir voir de près. Alors, je suis désolé, je vous montrerai sur des photos tout à l'heure pour ceux qui nous voient à distance, mais vous allez pouvoir voir ici la capsule MEMS qui est au centre, une petite capsule de 2 sur 3 mm, qui vous donne une idée du niveau de miniaturisation. Alors, oui, bien sûr. Là, il s'agit d'un système 32. Donc, là, je vais continuer à parcourir mes slides. Je vous montrerai Exactement. la suite. Vous repartagez l'écran, parce que j'ai interrompu juste pour la démonstration. Merci beaucoup. Alors, je le partage. Oui. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc, pour ceux qui sont à distance, vous pouvez voir ici, j'ai grossi la photo. Vous voyez exactement la petite capsule que j'ai montrée ici à tout le monde. Et vous pouvez voir le MEMS qui est au centre de la capsule. Alors, on a 2-3 composants autour, sachant que l'échantillonneur est à l'intérieur du MEMS. Et donc, on n'a pas d'électronique d'échantillonnage autour du MEMS, c'est juste de l'électronique d'adaptation d'impédance pour pouvoir faire fonctionner le système. Alors, question que vous pourriez me poser, c'est quelle longueur? Là, ici, vous voyez qu'on a 30 cm entre chaque MEMS. Ça commence à faire une antenne qui va faire 1,50 m de long. En bon, ça va être déjà long. Et c'est là qu'on va commencer à se différencier de nos concurrents, à savoir la possibilité de réaliser des antennes de très grande envergure. Parce que là, on a 1,50 m, mais en fait, le système est fait, et ça, c'est là que réside le secret à l'intérieur de ce système-là, c'est que dedans, on a ce qu'on appelle un concentrateur qui est programmé dans un FPGA, et dont l'objet, c'est de multiplexer l'ensemble des signaux qui arrivent pour faire un seul flux en sortie, qu'on va récupérer sur un câble USB et connecter là pour le coup à un ordinateur conventionnel, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc tout le travail se fait dans ce concentrateur, donc dans le circuit FPGA, où là, il y a des problématiques d'alignement des signaux qui sont gérées. Parce que plus le câble est long, plus on va avoir des problématiques de type rebond de câble, avec des temps d'arrivée éventuellement différents des signaux. Et donc, il faut compenser tout ça. Et donc, c'est ce que assure le concentrateur qui est à l'intérieur. Pourquoi c'est un problème important? C'est que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent ne fonctionne qu'à une seule condition. C'est que quand on compare les signaux de tous les microphones, il faut le faire exactement en même temps. C'est-à-dire que quand vous prenez une mesure sur un microphone, on le fait sur tous les autres microphones, s'il y a un décalage de temps entre chaque microphone, du fait de l'électronique que vous avez mis en place et qui ne serait pas satisfaisante, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus comparer exactement les phases des signaux. Donc, c'est terminé, ça ne marche plus. Donc, pour que ça marche, il faut absolument s'assurer qu'on est un système dit synchrone, c'est-à-dire qu'on a fait une acquisition synchrone de tous les signaux. Et ça, c'est le travail notamment aussi du concentrateur ici, et donc du programme dedans, qui va nous permettre d'assurer que effectivement tous les signaux sont bien synchrones, et c'est ça qui fait qu'on peut faire fonctionner l'antenne après. Alors là où ça devient difficile, c'est que quand on commence à avoir des antennes longues, et justement cette synchronicité, si on fait un simple système d'acquisition, elle n'est pas respectée. Donc il faut utiliser ce type de système pour y arriver, et là on peut aller jusqu'à 8 mètres sur de tels faisceaux. Pour moi, ça va être grand. Vous allez me dire à quoi ça sert de réaliser des grandes antennes. Après tout, petite antenne, ça peut suffire, ça peut être très bien. Oui, mais non. En réalité, ça c'est l'acoustique qui nous le dit. Pour avoir de la précision, il faut que l'antenne soit grande en surface, en taille. Donc, plus l'antenne est grande, plus la précision de localisation va être importante. Donc, alors évidemment, selon les applications auxquelles on a affaire, on va être intéressé par réaliser des grandes antennes. Alors, tout à l'heure, dans la figure que je vous ai montrée concernant les nuisances sonores par l'analyse des nuisances des véhicules, des
bruit émis par les véhicules. Là, il faut avoir une grande antenne pour avoir une grande précision. Et donc, c'est une grande antenne qui a été développée, déployée pour obtenir ces mesures-là. Voilà, donc là, ce que je viens de vous dire, c'est exactement ici, c'est le principe vu de loin donc du concentrateur qui va donc récupérer tous les signaux et obtenir un alignement synchrone et ensuite un transfert sur l'interface USB qui, pour le coup, permet de la connecter à un ordinateur. Alors, nous, on ne s'est pas contenté du 32 voix, on est allé jusqu'à 1024 voix pour pouvoir faire des antennes beaucoup plus performantes. Et là, clairement, ça va être pour équiper des dispositifs industriels. Et une application récurrente, on va dire, c'est d'équiper des souffleries. Donc, comme dont on parlait tout à l'heure, comme pour les souffleries Honda. Et donc, le laboratoire, il y a à peu près 8 ans maintenant, a équipé avec son système une soufflerie qui est soufflerie de Poitiers. Et donc, avec une antenne 256 micros, c'était le premier déploiement à l'époque de ce type d'antenne, de cette technologie-là. Et donc, avec un système que vous pouvez voir ici, donc là, c'est un concentrateur qui a à peu près cette taille-là, mais tout autour, vous pouvez voir les périphériques, ici, les connecteurs RJ45 qui permettent de récupérer tous les faisceaux. Là, ici, on a la même version en 256 watts. Cette fois-ci, on a quand même déjà un peu moins, c'est quand même pas mal de faisceaux. Et puis, la dernière version que je vous ai montrée ici, en 32 voix. Alors, l'idée, après, pour faire un système complet, c'est d'y ajouter un mini-ordinateur, en type Raspberry Pi, par exemple, pour pouvoir connecter l'ensemble au réseau, cette fois-ci au vrai réseau Ethernet, que ce soit par Wi-Fi ou que ce soit par câble Ethernet, de sorte à avoir un véritable objet connecté et autonome. C'est ce qui est réalisé ici. Donc là, je la remontrerai tout à l'heure. Vous avez une antenne. Donc ça, c'est un prototype qu'on a réalisé et on verra à quoi il sert tout à l'heure. Vous avez 32 trous ici, qui sont les trous des 32 microphones. Et à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut. Donc l'ordinateur et la connexion qui permet d'assurer soit une connexion Wi-Fi, soit une connexion Ethernet. Voilà, donc un autre type d'exemple, là c'est une antenne linéaire qui a été déployée devant l'université pour faire une étude. C'était un projet qui visait à analyser les caractéristiques motrices des véhicules. Et donc là, typiquement, une application de reconnaissance qui a été mise en place pour pouvoir faire de la reconnaissance de type de moteur. Donc là, c'est la même image que tout à l'heure, sauf qu'on travaille juste sur l'impact du bruit sur le pneu avant. Et qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir cette image? On a déployé cette antenne-là. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de petit. Elle fait 40 mètres carrés, donc 20 mètres de long, sur 2 mètres de hauteur. Et donc, elle était déployée sur une piste d'essai, donc c'était PSA à l'époque, pour étudier justement l'impact du bruit des véhicules, avec des espacements caractéristiques ici des microphones qui sont linéaires pour obtenir une meilleure réponse. Alors, je refuse, on continue. Là, je vous ai parlé de la soufflerie de Poitiers. Donc, c'est ici, on la voit ici, puis ici, on va plus loin. Et on est équipé là aussi avec une antenne qui a été montée comme ceci, où là, vous pouvez voir les faisceaux qui sont sur les tiges, avec tous les microphones qui sont sur les tiges, qui vont entourer le système pour arriver à, vu de l'intérieur, ceci. Là, vous pouvez voir toutes les tiges qui sont ici, avec tous les microphones et les sorties des câbles RJ45 qui vont vers le concentrateur. Décidément, je sais pas quand je m'en débarrasse. Je vais refuser toutes les lignes que je sens. Donc voilà, alors là, ça va permettre d'étudier les impacts acoustiques d'éléments mis dans la soufflerie, qui sont le vent qui passe au centre de la soufflerie, et de pouvoir étudier de très près les différents impacts acoustiques. On a fait aussi des tests. Alors, c'est la première antenne déployée en 1024 microphones ici dans une pièce intérieure pour, là encore, étudier les impacts de la réverbération cette fois-ci. Parce que c'est toujours pareil. Très souvent, quand on fait des mesures acoustiques, on les fait en chambre anéchoïque pour faire avoir des mesures étalons. Dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Il y a de la réverbération partout. Et donc, bien entendu, il faut étudier les problématiques de réverbération. Ici, vous voyez le résultat. On a déplacé une source. Et puis, avec le système et la technique de beamforming dont je vous parlais tout à l'heure, on peut la localiser au fur et à mesure de son déplacement dans la pièce, malgré toutes les réverbérations que l'on peut voir.
et qui se retrouve sur, ou les différents échos, aussi de la source, sur les murs qui réverbèrent avec l'air épique tout autour, qui réverbère le son. Voilà, alors, pour nous, ça se traduit en produits que l'on vend. Donc ça, c'est la première activité transverse que l'on a. Je dis transverse, qui est une activité qui est proche de la recherche en réalité. On va surtout équiper les laboratoires de recherche, qui soient industriels ou académiques, en vendant soit des systèmes élémentaires type 32, soit des systèmes 256, comme ici. Puis là, c'est le test dont je vous parlais tout à l'heure devant la rue. Je ne sais pas pourquoi j'ai remis ce slide ici. Mais voilà, et puis là, tout dernièrement, un autre système, alors là, c'est pas pour faire du beamforming, c'est pour avoir une capsule, placer une capsule dans une soufflerie beaucoup plus étroite, que vous pouvez voir ici, qui est au LMA, donc le laboratoire d'acoustique de Marseille, et on a placé ici un capteur 256, ici, pour pouvoir étudier, en fait, l'impact acoustique de revêtement particulier que l'on va tester dans la zone de test ici lorsque l'on a un souffle important. Typiquement, ça va servir à étudier par exemple les impacts acoustiques de revêtements particuliers pour les pots d'échappement. Essayer de faire moins de bruit. Alors, ça, c'est une commande que je vais livrer dans. On est quel jour aujourd'hui? On est mardi, que je livre après-demain. Donc, c'est très concret. J'ai pu vous apporter le matériel d'ici. Donc, qui se situe. Alors, par contre, je vais peut-être. Je vous fais pour revenir. Tout le monde puisse le voir. Arrêtez le partage du coup. Ouais, j'arrête le partage. Là-haut, et puis je me charge de la caméra de côté. Voilà. Alors, ça ressemble à ceci. Donc, ce dispositif-là, qui va être mis dans deux côtés sur la veine, et puis qui de ce côté-là va. Alors là, ici, ce que vous pouvez voir à l'intérieur, c'est le concentrateur. Alors, ça, c'est un système 256 voix. Donc, vous voyez déjà le niveau de miniaturisation. Le concentrateur, il n'est pas plus grand que ça. On a encore de l'électronique à l'intérieur, mais pas énormément. Tout est là, dans le fameux circuit qu'on voit au milieu, qui est le FPGA, et qui va permettre d'assurer la synchronicité des 256 signaux. Alors, pour faire fonctionner ceci, on va rajouter, on va installer l'antenne elle-même, qui est donc une plaque qui va comporter tous les micro-MEMS qu'on peut voir ici. La caméra me fuit. Elle est très sensible. Voilà, donc là, donne une idée de ce à quoi ça peut ressembler. On a toutes les capsules MEMS qui sont ici et le PCB est perforé par des mini-trous qui fait que l'onde acoustique arrive ici, de ce côté-là, le MEMS c'est de ce côté-là, et ça va être du côté interne de la paroi. Alors il fallait que ce soit totalement lisse pour surtout pas perturber le flux. Donc ça, voilà, ça va se mettre là, ici. Alors, je ne sais jamais dans quel sens ça se met, donc soit j'ai tout bon du premier coup, soit j'ai tout faux, donc j'ai tout peu. Voilà. En réalité, ça se met comme ça, puis côté intérieur de la paroi, on insère ceci, et là, on a l'ensemble ici. Je vais vous le faire fonctionner tout à l'heure, ça vous donnera un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec. En sachant que moi, je vais implémenter ici du beamforming pour faire de la localisation de sources sonores, alors que ça ne sert absolument pas à ça. Ça sert à étudier la pression, ce qu'on appelle la pression pariétale à l'intérieur du conduit. Et donc, c'est un autre type de mesure qui est faite que du beamforming. Voilà, donc je reprends la main. Alors, j'en profite, puisque je l'ai montré tout à l'heure, pour vous montrer ici l'exemple d'une antenne 32. Alors ça s'attache, ça s'installe au plafond. Voilà. Et ça va nous permettre de faire de la localisation de sources sonores, savoir qui parle, depuis quel moment, d'où viennent les sons, voire de faire ce qu'on appelle du filtrage spatial. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit on peut localiser les sons pour savoir d'où ils viennent, mais on peut aussi faire du filtrage spatial, c'est-à-dire de décider de n'écouter que ce qui vient d'une certaine direction. Et donc effacer le reste. On ne l'efface pas complètement, on l'efface déjà en bonne partie, et c'est ce qu'on appelle du filtrage spatial. Donc là aussi, ça peut être intéressant. C'est un petit peu comme si on mettait une grande parabole pour entendre mieux dans une certaine direction, quelque part. Voilà, donc là, ici, on le voit, l'équipement, il arrive, il s'appelle exactement ici.
Puis là, on a notre poste de mesure, donc un simple ordinateur conventionnel, un PC portable suffisamment puissant quand même peut suffire. Et puis là, on a un autre exemple de réalisation, c'est l'antenne 1024, qui était une antenne, donc un exemple d'antenne 1024 qui a été déployée dans le cadre d'un projet, donc dans la chambre anéchoïque du laboratoire de l'acoustique de Marseille, le LMA, et qui permet de faire de travailler sur la directionnalité de la voix pour différentes applications qui peuvent être utiles, notamment par exemple pour tout ce qui est synthèse sonore, pour tout ce qui est environnement virtuel. Donc, vous voyez là, on a déjà une antenne de plus grande dimension. Donc, c'est juste pour donner un exemple de la possibilité de construire des grandes antennes. Et en ce moment, on étudie, dans le cadre d'un appel d'offres avec l'ONERA, la réalisation d'une antenne qui ferait 144 mètres carrés au sol, en surface, pour pouvoir analyser l'impact acoustique des drones. Voilà. Donc, évidemment, on propose plein de solutions particulières, d'autres produits qui permettent de faire de la génération de son, etc. Et puis, le logiciel qui va avec. On peut tout acheter séparément pour construire soi-même ses antennes. Et je termine un peu cette partie-là. Maintenant, je vais vous parler, dans une deuxième partie, de la verticale, c'est-à-dire d'une application parmi toutes celles qui sont possibles, parce qu'on peut faire plein de choses dans ce domaine-là. Je vous laisse imaginer. Et il y en a une qui est très particulière, qui est le monitoring d'élevage. C'est très particulier. En fait, ça n'a rien de particulier, disons plutôt que c'est original. On se demande d'où vient cette idée-là, mais je vais pouvoir vous en parler rapidement. Là, l'antenne, je vous l'ai montrée, donc elle a été conçue par notre partenaire designer pour toute la partie mécanique. Et alors, à quoi ça va servir dans les élevages? Quelle est l'application visée? En fait, tout remonte à une problématique qui se pose dans les élevages porcins et qui est la suivante, qui est qu'il y a un niveau de mortalité dans les élevages très important, à peu près 15-20%, et dont au moins 10% est dû à ce qu'on appelle l'écrasement. L'écrasement, qu'est-ce que c'est? C'est les 3 premières semaines, surtout les 2 premières semaines en réalité, de maternité, où on va avoir la truie qui va avoir la possibilité d'écraser un porcelet ou 2 porcelets, ça peut dépendre, parce qu'il faut voir que pour une portée, vous avez entre 12, 13, 14 porcelets, et que l'espace dans lequel sont les truies est réduit. Je peux revenir sur cette problématique plus tard d'ailleurs. Et donc, il y a des phénomènes d'écrasement. Un porcelet écrasé, c'est 120 € de coût pour l'éleveur. Et quand vous en faites un éleveur moyen, non, un petit éleveur en France, en moyenne, ça va être 3000 carcasses vendues à l'année, à peu près. Et donc 20%, vous faites le calcul, à 120 €, combien ça peut coûter. Et là, je parle des petits éleveurs, sachant qu'en France, on n'a pas de très très gros élevages. On va jusqu'à 20 000. Moi, j'ai été dans des élevages de 20 000 par an, ce qui est exceptionnel. On est plutôt dans une moyenne de 5-6 000 en général. Donc, c'est des élevages moyens. Donc, l'idée, elle était quoi? Elle était de dire, bon, autant détecter les écrasements. Parce que quand il y a un écrasement, bien, le porcelet, il hurle, évidemment. Et donc, l'idée, c'est de détecter l'écrasement. Et pourquoi pas placer une antenne à ce moment-là? Pourquoi pas des micros? Si on place des micros, le souci, c'est que comme les salles elles sont grandes, il va falloir en mettre partout, ça va faire de la filasse, ça va être très complexe. Et puis les micros, ils sont, comme je le disais tout à l'heure, omnidirectionnels, donc ils entendent tout. Donc ce qu'il faut, c'est plutôt mettre des antennes qui vont écouter certaines parties de la salle. Et notamment, on va mettre une antenne au-dessus de 6 box. Donc ça, c'est l'exemple que je montre tout à l'heure, de 6 box, c'est-à-dire 6 box animaux en dessous. Et il s'agit là de dire, c'est dans ce box qu'il se passe quelque chose. Un écrasement, en l'occurrence, sachant qu'il y a d'autres applications qu'on peut détecter. Une autre application typique, c'est de détecter des toux. Donc, tout ce qui est phénomène respiratoire et qui peut survenir, pouvoir détecter préventivement d'éventuelles maladies, ça, c'est extrêmement important pour l'éleveur. Donc, l'idée, là aussi, ça va être de pouvoir déployer ce genre de système pour pouvoir faire ce type de détection. Donc, alors, du coup, moi, de mon côté, j'ai commencé à installer des antennes chez des éleveurs. C'était des antennes de briques et de broc, hein, c'était du matériel de laboratoire. Mais j'ai trouvé des éleveurs tout à fait sympathiques qui étaient très intéressés en disant, bah oui, c'est super, moi je veux même faciliter chez moi. Et donc, 2 éleveurs, les 2 étaient en Touraine. Le premier, c'était vraiment un petit élevage, 3000, un élevage, petit élevage familial, hein, c'est-à-dire il y a le père de famille et le fils qui travaillent ensemble, un ouvrier, c'est tout. Et puis, puis à côté de ça, pas très très loin, un autre élevage, rien à voir, 20 000 têtes par an. Donc là, par contre, c'est une entreprise familiale aussi, mais en fait, il y a 50 personnels. Donc on n'est plus du tout dans la même échelle.
et aussi se sont montrés très intéressés parce que tout ce qui est nouvelles technologies, ça les intéresse. Et donc, ils ont accepté qu'on fasse des tests chez eux. J'ai pu donc récupérer énormément de signaux, parce que c'était ça l'idée au début, c'est de constituer des bases pour faire plus tard de l'apprentissage, et donc en déployant des antennes chez eux. Ils m'ont dit quand même, il y a un souci, c'est que, OK, on peut écraser, si vous détectez un écrasement et que moi j'ai une alerte sur mon smartphone, bah oui, si je suis présent, je vais venir. Mais bon, l'éleveur, en moyenne, sur une salle, il va être présent peut-être 1 heure par jour et pas plus. Quoi. Si par contre je suis en train de dormir chez moi, évidemment, je ne vais pas venir dans l'élevage pour. Voilà. Donc, il y a une limite assez naturelle qui est que ça peut marcher en journée quand il y a des gens dans l'élevage, mais en dehors, ça ne marche plus. À part, évidemment, établir une surveillance, pouvoir faire des stats après, pouvoir peut-être trouver des corrélations aux causes d'écrasement, ce qui a un autre intérêt. Mais enfin, c'est quand même un peu limité. Et donc, là, j'ai eu l'occasion de rentrer je dirais, en collaboration avec, cette fois-ci, un institut qui s'appelle l'IFIP, l'Institut français du porc. Et donc, c'est-à-dire d'avoir affaire là avec des professionnels qui sont là pour mettre en place de nouvelles solutions techniques pour améliorer les élevages. Et donc, ils ont des élevages qui sont des élevages technologiques qui permettent de tester des technologies. Et c'est eux qui m'ont dit, non, mais il y a un autre problème, c'est qu'on peut résoudre les choses autrement. Il y a une problématique qui intéresse les sélectionneurs génétiques, qui est typiquement de trouver la true qu'on va appeler la true maternelle. C'est-à-dire celle qui n'écrase pas les éporcelets ou lorsqu'il y a un écrasement se relève. Et là, donc, ça veut dire faire du travail génétique. Mais pour faire du tri génétique, il faut faire de la captation et il faut pouvoir repérer tous les cas où telle lignée génétique, telle femelle s'est levée, les différencier des autres et donc placer des antennes. Donc, du coup, le projet est passé sur un autre projet plus vaste, plus important, avec d'autres partenaires, avec l'INRAE, avec l'IFIP, avec un sélectionneur génétique qui s'appelle Axiom, et avec Sorbonne Université, pour mettre en place un dispositif total de captation d'audio et de vocalise, et permettant de réaliser, in fine, des bases de données dont les sélectionneurs génétiques pourraient extraire ce qu'on appelle des phénotypes audio. Sachant qu'aujourd'hui, il n'existe pas de phénotype audio. C'est-à-dire que tous les phénotypes qui sont utilisés pour faire la sélection génétique ne sont pas de nature audio. Donc, ce qui les intéresse de façon générale, c'est évidemment de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer comme information génétique au niveau audio, s'il y en a, s'il n'y en a pas, etc. C'est aussi l'objet, dans un sens plus large, de cette étude-là. Donc, on a développé, du coup, avec notre partenaire, cette antenne, sachant que là, on rentre dans une problématique très particulière, qu'il faut pouvoir mettre l'antenne dans un endroit qui est fortement humide, chaud, très poussiéreux, dans lequel il y a de l'ammoniac, bref, toutes sortes de perturbations plutôt problématiques qui font que là, du coup, il faut réaliser une antenne qui soit totalement étanche. Donc, cette antenne est totalement étanche. Vous n'avez pas l'accès micro à l'air directement, vous avez une membrane de Kevlar, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est typiquement ce qu'on utilise d'ailleurs dans les smartphones. Vous n'avez jamais votre microphone direct, en réalité, ça permet d'accepter l'humidité. Et donc, qui est disposé ici à l'interface entre les micros et la paroi. Et les systèmes qui à l'heure actuelle fonctionnent, ça fait déjà 8 mois maintenant qu'ils sont en fonctionnement, ils fonctionnent toujours. Donc là, le test il est plutôt positif. Sachant que les élevages sont nettoyés à la fin de chaque portée, c'est-à-dire tous les mois en moyenne, et que ça y va au Karcher. Donc, il faut être robuste. Comme par ailleurs, il y a une autre application verticale qui nous intéresse aussi, qui est le suivi de chantier. On a fait aussi des POC en plaçant ce type d'antenne à 40 mètres de hauteur sur des grues pour pouvoir faire l'analyse totale acoustique du chantier et pouvoir imaginer d'autres applications dont je ne vais pas parler là tout de suite parce que ce serait trop long. Mais là encore, il y avait une problématique de résistance au vent, de résistance à l'humidité, etc. Donc, qui se posait. Donc, pour nous, concevoir une antenne qui soit robuste, c'était de toute façon intéressant et important. Voilà. Donc là, ça résume un petit peu tout ce que je vous ai dit, où on va équiper des élevages pour récupérer des signaux, sachant qu'il faut constituer des bases de données pour pouvoir faire les mesures en question. Là, je vous avais dit, c'est de l'artisanat. Et bien ça, c'est la première installation dans un premier élevage en Touraine. Vous pouvez voir 4 barres de microphone en PCB direct. Inutile de vous dire que la barre a été flinguée en 2 mois, parce que là, on avait l'électronique directement en contact avec l'humidité. Mais ça nous a quand même permis de récupérer 2 mois de signaux complets. Donc, dans un tout petit élevage, on voit un petit peu ici les animaux. Et
là, c'est le processus de pré-industrialisation, c'est-à-dire c'est la conception, la fabrication des antennes en atelier. Donc, chez notre designer, vous pouvez voir l'intérieur ici. Vous pouvez voir, vous retrouvez le circuit concentrateur avec ici, en plus, l'alimentation et le mini-ordinateur. Et puis là, installé au plafond. Donc, pour surveiller, pour faire le monitoring. Là, on voit d'un peu plus loin ici. Alors là, par contre, c'est un espace plus important. Et là, c'est une salle d'élevage de l'IFIP, donc qui est une salle spécialement instrumentée pour pouvoir faire des tests. On va voir qu'il y a des caméras partout qui servent aussi à faire des tests en vision. Voilà. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que il faut connecter tout ça en réseau, que donc il y a toute une problématique de faire discuter les antennes entre elles et et vers un serveur également, avec le souci qui est le suivant, qui est que, en fait, le problème de traiter 32 signaux audio, c'est que c'est énorme en termes de quantité de données. Donc, il y a un souci, c'est qu'en fait, en réalité, il faut que chacune des antennes fasse elle-même le traitement. Donc, il faut que dans le processeur à l'intérieur, vous ayez le traitement de beamforming avec la localisation et, dans la mesure du possible, bien entendu, le système de reconnaissance, c'est-à-dire le système qui va faire l'inférence, il va permettre de détecter des situations particulières, de sorte que, en termes de transmission, on ne transmet jamais l'audio, on ne transmet que les résultats de ce qu'aura trouvé l'antenne. Alors, ça n'est pas vrai actuellement, parce qu'actuellement, on est en phase de maturation de la solution. Donc là, il faut récupérer tous les signaux, il faut constituer les bases de données. Donc là, en ce moment, elles sont connectées par des câbles RJ45 qui permettent d'avoir suffisamment de bandes passantes pour récupérer tous les signaux, mais en fonctionnement normal, c'est pas la façon de fonctionner, évidemment, c'est logique. Voilà, là, ici, c'est le plan d'équipement de la salle entière, avec 6 antennes qui ont été disposées sur chacune surveillant à peu près 6 box. Voilà, tout ça, c'est donc mis en base de données. Alors, pour la localisation, évidemment, il a fallu la tester. Donc, on a nous-mêmes monté dans notre propre atelier une antenne ici, dans les mêmes conditions, à 2 mètres, pour pouvoir faire nos propres tests. Et là, la seule différence avec l'antenne qui est ici, c'est qu'on y a placé au centre une caméra pour avoir une vérité terrain et pour pouvoir évidemment comparer. Ici, vous avez l'émetteur qui est ici, et puis là, par exemple, vous avez un exemple de détection audio qui est ici, donc on voit l'erreur. Donc, ça nous a permis de tuner l'antenne, on va dire, donc pour que ça colle à peu près pratiquement parfaitement ici, sachant que ce type d'application, on n'est pas au centimètre près du tout, on est au box près dans la précision, donc c'est beaucoup plus large, mais ce type d'étude a permis d'étalonner l'antenne correctement. Et là, on a la même chose avec la reconnaissance de la son qui a été vérifiée visuellement, qui vient d'ici, qui nous permet de dire que c'est ce box qui est concerné. C'est ça dont on a besoin de savoir. Là, on a la vision est omnidirectionnelle, donc évidemment, c'est très déformé. Un box, 2 box, 3 box, et 4, 5, 6 ici, avec l'allée centrale au milieu. Voilà, donc les informations de la localisation, après, ça se traduit par des diagrammes comme ceci. On va avoir les événements qui sont détectés sur telle ou telle box. Donc, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect localisation, dans quelle est le box ça se passe, et il y a l'aspect, évidemment, reconnaissance, qu'est-ce qui se passe. Après, il faut analyser le signal audio et reconnaître le type de son qui est émis pour savoir est-ce qu'il s'agit d'un son d'écrasement, est-ce qu'il s'agit d'un son d'éternuement, est-ce qu'il s'agit d'un son d'un animal qui tousse, etc. Alors, pourquoi faire tout ça chez les pauvres? Mais en fait, tout simplement parce que dans les années 2020, il y a une étude qui a été montée par des chercheurs de l'INRAE, mais pas que, des chercheurs européens en général, qui a démontré qu'en fait, les vocalistes de ces animaux-là transmettent énormément d'informations. C'est-à-dire qu'en réalité, les animaux discutent énormément entre eux. Et il y a beaucoup d'informations qui passent notamment de la truie vers ses porcelets et vice-versa. Par exemple, tout ce qui est le phénomène de ce qu'on appelle l'appel à la tétée dès les tout premiers instants. En fait, quand les petits naissent, il faut trouver les mamelles. Ça, c'est le premier problème. Il ne faut pas se faire écraser. Donc, c'est vraiment le chantier de la mort. Là, c'est plus dangereux pour eux. Ça dure peu de temps. Et donc, il y a des échanges entre la truie et ces animaux pour justement les aider, les guider, pour qu'ils arrivent à trouver que ça se passe bien. Et ce qui est intéressant, c'est d'étudier la nature de ces échanges parce qu'elles apportent des informations sur est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien, et d'essayer de voir si ça se passe pas bien, pourquoi ça se passe pas bien, etc. Alors, pourquoi aussi
les gens, l'INRAE et les sélectionneurs s'intéressent à ça. Parce que vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il y a des normes qui vont changer. Elles auraient déjà dû changer, mais ça a été retardé parce que dès qu'il s'agit des normes sur la bien-portance animale, en général, ça prend peut-être plus de temps que d'autres cas de figure, mais qui consiste à dire les élevages en cage, c'est terminé, en gros. Alors, déjà pour les poules, même si c'est pas terminé aujourd'hui, il y a des efforts qui tentent à être faits pour que ça se termine, cette affaire-là. C'est pareil pour les porcs. Donc là, il s'agirait d'aller vers l'élevage en liberté. Pour aller vers l'élevage en liberté, il y a plus d'écrasement. C'est ça la difficulté. Donc, toutes ces études-là, elles visent à étudier justement les interactions entre les animaux pour voir comment après on peut se débrouiller pour éviter ce genre de problématique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans ce que l'on fait en ce moment, on teste 2 cas de figure. Les cas des porcs en... Alors, ils ne sont pas en cage, ce ne sont pas des cages, mais c'est des box qui sont de très petite taille. Et donc, on fait ce test dans ce cadre-là, et après, on fait les mêmes tests en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils sont 2-3 fois plus grands, les box, et en liberté totale. Voilà. Donc, alors, la difficulté, là, on rentre plus dans les aspects IA, qui est que comme il faut évidemment faire de l'IA derrière, c'est-à-dire pour reconnaître la nature des signaux et donc des échanges entre les animaux, il faut récupérer les datas, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc tout a été mis en œuvre là dans les installations qu'on a faites pour pouvoir récupérer en grande quantité ces données et les mettre sur des serveurs. Mais le plus embêtant, c'est qu'il faut les étiqueter. Alors contrairement à ce qu'on peut trouver sur Internet en plein de domaines où des étiquetages existent déjà, là, allez-y, trouvez des étiquetages d'élevage de porc, non sono, en audio, il n'y en a pas. Donc, résultat, nous, on a mis en place un système pour étiqueter le plus vite possible. Sachant que moi, je ne suis pas un expert métier, donc je ne peux pas étiqueter, hormis évidemment reconnaître quelques sons typiques, je finis par m'habituer, mais ceux qui sont du métier, donc les éthologues, donc de l'INRAE, c'est eux qui étiquettent en réalité. Donc nous, on a installé le système, eux derrière, ils ont leur ordinateur, ils ont la visu pour une vérité terrain, pour être sûr et contrôler, ils entendent et ils étiquettent la nature du son. Ils peuvent dire si ils peuvent analyser ce qu'on appelle le niveau de valence, qui est le niveau de bien-portance de l'animal, et qui peuvent évaluer en fonction de ses vocalises. Et pour aller vite, pour aller plus vite, l'idée c'est que là, typiquement, on a à peu près 45 000 maintenant fichiers d'un quart d'heure chacun. Donc quand vous devez étiqueter un fichier, c'est-à-dire qu'il faut aller voir le fichier, il faut aller segmenter des morceaux, et donc, il faut aller écouter pour voir s'il y a des informations ou pas sur telle ou telle partie du signal. Donc, c'est hors des questions d'aller étudier toutes les heures d'enregistrement en question. Donc, il faut aller au plus vite. Donc, on automatise le système. Donc, nous, notre job, ça va être ici de, par exemple, faire ce qu'on appelle la segmentation. Toutes les zones de silence, quand les animaux dorment, on éjecte. Et donc, toutes les zones sans intérêt fort, on éjecte. Et on ne récupère que les zones d'intérêt qu'on ne sait pas encore étiqueter. Mais au moins, les étiqueteurs n'ont plus qu'à observer juste ces zones d'intérêt-là. Donc ça, c'est le système qui est mis en place. Et en parallèle, quand on commence à avoir des premiers étiquetages, nous, on fait fonctionner en apprentissage des modèles, de sorte que les étiqueteurs n'ont plus seulement à écouter l'audio, ils écoutent l'audio, ils ont une proposition qui est faite par le modèle, ils valident, ils invalident. Voilà. Et puis, du coup, nous, on récupère les étiquetages en conséquence et on améliore les bases de données. Voilà. Ça vous donne une idée de ce qu'ils peuvent voir, c'est le profil en énergie d'un signal sur un quart d'heure qui permet de dire je vais me focaliser ici, je vais écouter cette partie-là, c'est-à-dire faire un zoom dessus, faire pourquoi pas une analyse spectrale, ça c'est plutôt pour nous, pour l'apprentissage, pour voir sur quelle partie du spectre on peut s'intéresser, à quoi ressemblent les spectres en fonction de la nature des signaux. Et puis après ça, on l'étiquette, on le localise. Donc là, ici, on a les 6 box qui sont sous l'antenne et le signal qui est ici, il a été localisé dans le box numéro 121, ici, puisque c'est là qu'on a le maximum d'énergie acoustique. Donc, on en déduit que tout s'est passé ici. Ça, cette information-là, par contre, elle est importante pour les sélectionneurs génétiques parce qu'on connaît le patrimoine génétique des animaux qui sont dans ce box-là. Donc là, c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur, parce que sinon, après, on ne pourra plus faire les études génétiques en question. Et ensuite, on crée l'étiquetage. Voilà. Donc, alors, moi, je trouve, d'un point de vue personnel, que d'un point de vue IA, c'est pas la partie vraiment reconnaissance des signaux audio qui est la plus intéressante d'un point de vue analyse IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existe des systèmes, des architectures de réseau qui travaillent très bien déjà sur le domaine de
de la reconnaissance audio, qui savent faire des choses très bien. Donc, pour nous, il suffit de reprendre ce type de modèle, de les adapter. Donc, c'est plutôt, après avoir fait des traitements qui sont expliqués là, qui permettent d'éliminer le bruit. Parce que, par exemple, dans une salle avec des animaux, dans une salle d'élevage, vous avez des ventilateurs. Donc, il y a ce genre de bruit qu'il faut modéliser pour les extraire. Donc, ça, fait partie de la chaîne de traitement à opérer. Et ensuite, on va traiter. Alors, en gros, hein, de façon basique, l'idée, c'est de récupérer des spectrogrammes. Donc, sur un signal qui arrive ici, on va calculer son spectrogramme, ça nous donne une image. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser des architectures de réseau qui traitent des images. Oui. Deux questions en ligne. Si oui. c'est possible, j'ai proposé aux gens de les prendre au fur et à mesure, comme on n'est pas beaucoup. Si on suppose que les sources sont plus synchrones, est-ce qu'il ne serait pas possible de calibrer le capteur en mesurant ce qu'il reçoit à différentes fréquences pour des émetteurs dont la localisation est connue, mais ça coûterait peut-être plus cher que construire un circuit synchrone? Et la deuxième question est, la labellisation est-elle faite avec le principe de l'active learning? Alors, déjà, première question, l'idée, c'est d'utiliser des récepteurs qui ne soient pas synchrones, c'est ça? Donc là-dessus, si vous faites ça, vous ne pouvez plus localiser. C'est-à-dire qu'on change de paradigme, puisque nous, ce qui nous permet de localiser, c'est précisément que les capteurs soient synchrones. Donc, alors après, ça dépend. Il y a des gens, il y a des gens qui, il y a des entreprises qui proposent déjà des capteurs pour reconnaître, par exemple, la toux. Donc, c'est des tests qui ont été faits aussi à l'IFIP, je les ai vus, les capteurs en question, et qui permettent de savoir dans une pièce s'il y a des animaux qui toussent. Donc ça, déjà, c'est pertinent parce que ça nous donne déjà une indication importante que ça marche plutôt bien. Par contre, vous ne savez pas où. Voilà, c'est tout. Donc, si on en reste là de savoir est-ce qu'il y a un animal qui tousse, parfait, pas besoin d'antenne. Si maintenant on veut commencer à localiser, moi je pense que c'est d'autant plus pertinent quand on veut faire la sélection génétique, parce que là il faut cibler les animaux. Là, c'est là que l'antenne intervient. Et là, forcément, tu es obligé de faire la acquisition synchrone, puisque pour les raisons que je disais tout à l'heure, si c'est pas synchrone, ça marche plus. Donc, je pense que j'espère que je réponds correctement à la première question, si je l'ai bien comprise. La deuxième. La deuxième était, je repose, la labellisation est-elle faite avec le principe de l'active learning? Non, la labellisation, pour l'instant, ça se fait à la main. Pour le moment. Bonjour, c'est Eric Fenot, c'est moi qui ai posé la question. Oui. L'idée de l'active learning, c'est que vous dites que les gens, une fois que la labellisation a été faite, écoutent et puis disent c'est vrai, c'est pas vrai, la labellisation qui a été faite à l'issue du premier apprentissage. Oui, alors en fait, ça, je vais détailler un petit peu plus. C'est la phase suivante. C'est-à-dire que la toute première phase, on n'a pas encore cette information-là parce qu'on n'a pas encore de modèle. Donc à zéro, on va dire à T0, ce qui est là où on en est actuellement, on a seulement les éditeurs qui travaillent. Mais là, ce qu'on met en place, c'est le système qu'il faut pour effectivement aller vers cette idée-là. Ok. Parce que le principe de l'active learning, c'est au lieu de checker ce que le système a donné comme classification sur l'intégralité des échantillons, Ouais. c'est de ne le faire que pour les échantillons où la proba est proche de 0,5. D'accord. Et ça permet de converger tout aussi rapidement en ayant à labelliser largement moins d'échantillons, puisque tous ceux qui sont déjà classifiés avec une forte probabilité, soit d'un côté, soit de l'autre, de toute façon interviennent très peu dans la descente de gradient. Oui, bah tout à fait. Alors ça, c'est pas en œuvre aujourd'hui, mais ça fait partie des choses qui doivent être mises en œuvre. Tout à fait. Il n'y avait pas une autre question? Non, c'était les questions, mais puisqu'ils avaient déjà. Alors, j'en aurais une autre, hein, je suis surpris de voir que les sons, vous les traitez en faisant en gros une analyse image d'un spectrogramme, puisque ça, enfin, je dirais, c'était effectivement ce qui était conseillé il y a 5 ou 6 ans. Mais maintenant, avec le traitement du signal audio lui-même sous forme d'une série temporelle avec des transformeurs, ça c'est quand même bien plus efficace.
Oui, alors ça, c'est sûrement des solutions vers lesquelles on va aller. On n'en est pas encore là, mais ça, oui, on en a tout à fait conscience. Hein. On a tout à fait conscience. En fait, au tout début, même, on n'était même pas parti sur des signaux, on était même parti sur des techniques encore plus anciennes, qui sont des techniques basées sur les calculs de coefficients MFCC, où on se disait finalement, parce que là, il y a une autre problématique qui rentre en jeu, qui est d'alléger le plus possible le calcul, puisque il faut que le système travaille sur des systèmes embarqués qui soient le moins consommateurs d'énergie possible et le moins cher possible. Donc, au tout début, on s'était dit, on ne va pas aller vers des technologies trop complexes ou, on va dire, qui consomment de l'énergie. On va partir sur du très simple. Et au début, le très simple, c'était tout simplement d'extraire des features du signal, typiquement les MFCC, c'est ce qu'on utilisait autrefois, mais ça existe encore aujourd'hui, et de ne pas construire des images et d'attaquer directement le réseau avec ça. Puis finalement, on a renoncé parce qu'on n'a pas, juste avec déjà ce type de dispositif, on obtient des résultats meilleurs, et donc on n'est pas resté dessus. Par contre, c'est vrai que aller jusqu'au transformer, là, je veux dire qu'au début, on n'est pas dans si vous voulez, on n'est pas dans la complexité des signaux du type langage humain, quoi. On va avoir 10 classes à reconnaître, 10-15 maximum, pour l'instant. Hein. Après, peut-être qu'effectivement, on se rendra compte à l'usage, et notamment en travaillant avec les généticiens, qu'il y a des échanges verbaux plus complexes, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est sur de la classification quasi binaire, donc il faut des systèmes les plus simples possibles. Donc, pour les raisons que j'ai dites. Alors, je n'ai pas exposé la problématique qui arrive après et qui est d'équiper les élevages finaux, parce que là, on en est à équiper des élevages qu'on appelle les élevages de sélection, c'est-à-dire que c'est des élevages qui appartiennent aux sélectionneurs. Les sélectionneurs, c'est des entreprises, hein, il y en a 5 ou 6 en France, c'est des grosses plus ou moins grosses entreprises qui ont les moyens de se payer ça. À partir du moment où on veut arriver vers la solution éleveur finale, alors là, c'est une autre histoire. Le marché adressable devient énorme. En revanche, ces personnes-là n'ont pas du tout les moyens de s'installer des antennes qui vont coûter un argent pas possible, qui vont coûter très cher. Tout le moins, c'est à mettre évidemment même en mettant ça en rapport avec l'amélioration des revenus que peut procurer le système, donc la valeur que ça apporte. On a enquêté, hein. Vous allez voir des éleveurs, on leur a dit, vous mettriez combien dans un système comme ça et tout. Dès qu'on dépasse les 200 €, 300 € d'abonnement par mois, ça suit plus trop, quoi. Et en plus, ils sont extrêmement, extrêmement frileux là-dessus, pour d'autres raisons d'ailleurs. En général, ils sont plutôt du genre à vouloir améliorer et utiliser les technologies, mais enfin, dès que ça a un coût, il faut absolument prouver par A plus B qu'ils vont améliorer leur rendement de temps. Et voilà. Donc, nous, on a en fait, alors, c'est pas forcément c'est pas forcément la meilleure approche, c'est vrai, parce que on pourrait dire, on va développer un système tout de suite très sophistiqué, puis après, c'est aussi une technique possible. Hein. On commence à traiter avec, effectivement, avec du transformer, même si le réseau il est gros, il est important et qu'il demande des moyens, et puis après, on voit comment on peut réduire ça au moindre coût. C'est une approche possible aussi. C'est pas impossible, d'ailleurs, c'est pas dit qu'on la teste pas. À un moment, on aura des classifications plus complexes à faire. Mais là, aujourd'hui, on en est à trouver le système le moins cher possible, donc le plus efficace, le plus rapide possible, en faisant le moins de calculs possible. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pour l'instant privilégié ça, mais je comprends parfaitement ce que vous dites. Aujourd'hui, avec ce type de technologie, on arrive à avoir des résultats tellement supérieurs à ce qui se faisait il n'y a même pas si longtemps qu'évidemment, il y a une logique à vouloir les utiliser. Donc, OK. Oui, bon, là, c'est des exemples de courbes de résultats qu'on peut obtenir sur nos taux. Voilà. Après, on passe à l'étiquetage automatique, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et bon, là, oui, je voulais vous en parler aussi, juste, c'est les aspects, mais j'en ai déjà dit 2 mots. C'est d'ailleurs le fait de pouvoir utiliser de telles antennes pour faire de la surveillance de chantier. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, on a déjà fait 2 POC, l'un avec Vinci Construction et l'autre sur le chantier de Sorbonne Université où il y a un immeuble qui s'est monté, donc on a pu installer sur la grue l'antenne. Et là, par contre, on était sur une problématique vraiment différente puisque l'antenne est placée à 40 mètres de hauteur. Et donc, c'est difficile pour nous de voir si ce type de solution peut encore fonctionner pour arriver à localiser des sources de son sur le chantier.
quel est l'intérêt ici? Alors, il y a un premier intérêt qui est assez basique, qui est de déterminer l'énergie acoustique sur le chantier relativement au problème de nuisance sonore que ça provoque dans le voisinage. Ça, maintenant, comme il faut tout mesurer, c'est un moyen de le faire. Mais surtout, d'améliorer, de diminuer, on va dire, comment ça s'appelle, les retards de livraison de chantier qui sont dus au fait que les phases du chantier prennent du retard. Et donc là, quand on analyse toutes les sources de son et que le maître d'œuvre peut comparer ça avec son prévisionnel, eh bien, il peut avoir un calendrier prévisionnel et un calendrier réel et essayer de comprendre pourquoi des retards peuvent se produire. Des retards qui ont très vite des conséquences importantes. Par exemple, le benching, donc qui consiste à mouler des murs en béton. Si le ciment n'est pas déposé, n'est pas coulé la veille du week-end, vous perdez 2 jours. Et donc, c'est tout comme ça, tout s'enchaîne. Et donc là, l'intérêt, c'est justement d'essayer de comprendre la raison éventuelle des retards. Bon, on n'est pas allé plus loin sur cette étude, on est moins avancé. On sait que, par contre, comme on a fait le POC, on sait que ça tient la route, sachant que là, on est dans une problématique complètement différente, puisqu'on est quand même à 40 mètres de haut, et que donc ça n'a rien à voir avec une antenne qui est placée à 2 mètres du sol. C'est finalement plus facile à 40 mètres de haut qu'à 2 mètres du sol, parce que 2 mètres du sol, du coup, vous avez une sorte d'écrasement, vous êtes très proche du sol, et du coup, il faut disposer plus d'antennes, et c'est plutôt plus difficile. Voilà. Alors, maintenant, pour ce qui concerne l'IA, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé parce qu'on est en train de l'étudier en ce moment. En réalité, nous, comme je disais, c'est pas tellement l'aspect reconnaissance audio qui nous intéresse parce que bon, il y a des techniques qui existent déjà aujourd'hui qui fonctionnent bien. C'est plutôt en fait le traitement du beamforming lui-même par par méthode d'IA. C'est-à-dire arriver à faire un système qui permettrait de faire une projection des signaux audio en entrée brute, voire après transformé de Fourier, mais seulement après transformé de Fourier, et d'avoir en sortie un plan énergie en fonction de l'espace, c'est-à-dire si vous voulez par exemple avoir une cartographie d'un espace donné et avoir la répartition de l'énergie acoustique sur cet espace-là, l'idéal ce serait de pouvoir mettre ça en entrée et d'avoir un réseau qui a appris la transformation pour transformer ça en plan énergie après. Et donc là, c'est exactement là-dessus qu'on travaille et c'est ça qui nous intéresse le plus en réalité parce que là, par contre, si on arrive à mettre ça au point, nous, ce qu'on espère, c'est précisément gagner du temps de calcul et de la capacité de calcul parce que ça va être plus rapide, le calcul va être meilleur. Parce que déjà, les premiers tests montrent que l'estimation est meilleure en sortie. Mais surtout, on voudrait aller plus vite parce que le calcul de beamforming, en fait, est extrêmement coûteux en termes de temps de calcul et en place de mémoire. Sur une antenne 256, je vais vous montrer l'exemple là. Pour étudier à peu près 600 positions dans l'espace, il nous faut 1 gigaoctet de mémoire, juste pour ça. En fait, ce gigaoctet de mémoire, il est là pour stocker par avance tous les calculs de distance intermicro entre chaque micro et entre chaque localisation dans l'espace. Donc, ça prend beaucoup de place en mémoire, d'une part, et deuxièmement, les temps de calcul, c'est du calcul matriciel, donc en soi, c'est du calcul simple, mais c'est des matrices sur une antenne 256, c'est 256 fois 2 parce que c'est du complexe, fois le nombre de beams fréquentiels. Donc, par exemple, si on traite des fenêtres de 1024, ça nous fait 512 beams fréquentiels, donc fois 512, et fois le nombre de positions dans l'espace. Le calcul matriciel derrière est vraiment très simple. Mais alors, j'ai beaucoup de prénance. Donc là, nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir un système neuronal qui aille beaucoup plus vite que ça, pour le coup, avoir de l'efficacité tout de suite, sachant que l'idéal, ce serait le couplage. Parce qu'une fois que vous avez beamformé un signal sonore, par exemple, pour récupérer ce signal en faisant du filtrage spatial, vous allez récupérer un signal qui est plus le signal qui sort d'un microphone, mais c'est une forme de signal de synthèse qui va venir, par exemple, de tel endroit de l'espace, en ayant effacé tout le reste, en ayant une petite fille. Et là, c'est ce signal-là qu'il faudrait traiter par IA ensuite. Donc, du coup, là, vous pouvez obtenir de nettement meilleurs résultats parce que vous avez en fait gommé tout ce qui était en dehors du point de focalisation. Et l'idéal étant de coupler les deux, évidemment, sachant que comme quand on fait de l'apprentissage, pour faire de la reconnaissance, on remonte sur les couches et puis que là, on remonte vers des features d'intérêt, l'idée, ce serait qu'à ce moment-là, au niveau du beamforming, on ne beamforme que les parties fréquentielles d'intérêt
donc les features d'intérêt. Et donc là, on aura un système global d'IA. C'est vraiment ça, nous, notre objectif. Et là, c'est un peu plus costaud. Et là, on va vers des modèles qui sont du domaine de la recherche pour le coup. Enfin, recherche entre guillemets, sachant qu'aujourd'hui, la recherche en lien, ça consiste aussi à beaucoup tester des modèles qui existent déjà, voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais là, il faut quand même aller un peu plus loin pour obtenir des choses intéressantes. Donc voilà. Alors, j'avais dit que je terminais par, je ne sais pas du tout, j'ai pas regardé l'heure, donc je ne sais pas où est-ce qu'on en est. On a tout notre temps. Je terminais par une démo qui est pas très facile à réaliser. Pourquoi? Parce que je vais faire marcher une antenne de 256 microphones, qui est l'antenne que j'ai montrée tout à l'heure, et que, donc là, je vais quitter le partage, et que, d'abord, elle n'est pas faite pour faire du beamforming, c'est-à-dire que si on la regarde ici, vous avez les 256 micros qui sont intégrés ici, donc c'est tout petit, et j'avais dit tout à l'heure que pour avoir la précision, il faut une antenne grande. Là, on est à l'inverse, on a une antenne qui est petite, par contre, elle a beaucoup de microphones, et ce qui permet aussi d'améliorer la qualité des signaux, du signal global. Mais on peut quand même faire du beamforming avec, pourquoi pas, même si ça ne servira pas à ça in fine, puisque ce n'est pas du tout fait pour ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on n'est pas dans une salle anéchoïque ici, on est dans une salle dans laquelle il y a plein de réverbérations, il y a des murs, donc on va capter les réverbérations des murs, ça c'est forcé. Donc, ce qui rend plus difficile encore la tâche. Mais ça donne aussi une idée de la complexité à laquelle on peut avoir affaire. Donc, le mieux pour ça, c'est que j'ai deux choses à faire. C'est la brancher, déjà, pour commencer. Ensuite, non, je ne vais pas faire ça. Je vais procéder en utilisant une carcasse que j'utilise comme support semi-pratique. Passer le câble. Et un câble une folie USB. Je crois juste non. Ah non. Non, c'est avec la caméra. Ah bah voilà. Je vous remercie. On va essayer de faire un peu de vérité terrain en mettant une caméra dessus. Mais c'est là que ça commence à avoir beaucoup d'entrées USB, donc il va falloir qu'il accepte. Bon, alors, je vais utiliser celui-là. Ouais, je pense que si je retire, est-ce que si je retire l'alimentation, ça marche toujours? Oui, tant mieux. Et je vais, alors, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher, je vais faire fonctionner le logiciel parce qu'il ne s'agit pas de seulement brancher. Il faut faire marcher le logiciel. Donc là, bah, du coup, je vais partager ce partage de logiciel. Voilà. Alors, donc pour commencer, on va brancher la caméra. Ensuite, on va brancher le système lui-même. Ah si, je l'ai détecté. Alors, d'abord, il y a tous les outils qu'il faut ici pour voir si ça fonctionne ou pas. Le premier outil, ça va être alors le 256 ici.
On a une interface. Ça, c'est plutôt pour les acousticiens, les illustrateurs de signaux qui veulent voir un peu comment ça marche de près. Donc là, je vais allumer, c'est-à-dire que je vais lancer une acquisition. Et voilà. Là, on a tous les micros qui fonctionnent. Donc ici, j'ai une voix qui permet, je peux sélectionner n'importe laquelle sur les micros, de voir ce qui se passe. En dessous, on a un spectre ici, on a le niveau RMS en bande d'octave. Et là, j'en avais parlé tout à l'heure, la correction spectrale qu'on commence à appliquer à partir de 12 kg ici. Et comme vous pouvez voir, donc la fréquence, la réponse en fréquence des MEMS, elle augmente beaucoup sur la partie finale jusqu'à 20 kg. Autour de 20 kg, on s'en fiche, on n'étudie plus trop, on sort du domaine sonore quasiment. Mais voilà, donc on la corrige. Et donc là, le spectre qu'on peut voir ici, c'est le spectre corrigé. Donc ça, c'est juste pour vérifier que l'antenne, elle fonctionne. Donc là-dessus, rien de plus à dire, hormis que... non, non. Ah oui. Voilà. Alors, maintenant, je vais aller sur l'aspect beamforming, où là, avec cette antenne-là, on va essayer de faire une application de localisation. Alors, comme moi, je vais faire marcher, l'idée, c'est, si je fais du beamforming tout court, on va voir dans un espace reconstruit où se situe la source. Mais sauf qu'il n'y a pas de preuve terrain que la source est vraiment là. C'est pour ça que je rajoute la caméra pour essayer de mettre une preuve terrain. Sauf que pour que ça fonctionne, la caméra, il faut la calibrer. Donc on a un système de calibration qui est ici. Donc là, on est dans la fenêtre de calibration qui permet de faire la calibration. Alors ça se fait avec un échiquier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, sur plusieurs positions, pour analyser la déformation apportée par la caméra éventuellement. Donc moi, j'ai déjà fait ça avant. Donc je vais récupérer un fichier de calibration que je vais pouvoir utiliser. Donc je vais passer au beamforming en 2D, ici. Alors là, c'est moi qui vois, donc ça ne m'intéresse pas trop. Ça, ça c'est très dommage, parce que si ce n'est pas sur la bonne caméra, je ne va pas le faire. Alors, là, ça ne marche pas. Non, personne ne l'a vu. Alors, ça, c'est le problème quand on commence à utiliser plusieurs connecteurs. Non, il la voit là. Non, il a voulu tout à l'heure aussi. Voilà, Il changeait, qui revenait. Ouais. Ça, c'est un peu idiot. Sinon, il faut mettre l'antenne devant. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est absurde ce truc-là. Comment je peux le faire? Je vais relancer. Relancer. Mais carrément pas. Je sais pas pourquoi. Alors, je peux le mettre en mode développement, ça va être un peu plus long, et tant pis. Si ça fait pareil. Alors, pendant ce temps-là, oui, si ça marche pas, moi je retournerai ça. Alors, ça va être plus difficile parce qu'il faudra recalibrer. Enfin, je retournerai l'écran de sorte qu'on puisse voir en même temps et je partirai là. Là, ça prend juste un peu de temps, c'est un peu lourd. Est-ce qu'il peut faire ça? Ah, là, ici, j'ai barré. Parce que zoom, l'autre caméra. Non, ouais, c'est pas impossible. Il y a un truc parce que d'habitude, ça va switcher de l'une à l'autre en cours de presse, mais et puis là, il n'y a pas de caméra en plus. Ah oui. Là, il n'y a pas de caméra. Donc, HD Pro, ouais, du coup, c'est peut-être ça. Et effectivement, essayer de repasser sur caméra FaceTime HD, et peut-être qu'il y a un conflit entre les deux. Et en relançant dans l'interface de Lumia.
Euh, Ah, je vois qu'il y a une interaction. Non, il y a une interaction, mais Ah oui, ouais, il y a un souci, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis. Les aléas du direct. exactement. Comment? Les aléas du direct. Oui. Mais on reste sur. Euh, Sur l'USB, la caméra? ouais. C'est essayer de la brancher directement sur le PC, parce que ça a encore un peu de souvent, là, il n'y a pas. Il n'y a plus de port, c'est ça. Il y a trop de USB-C. Il la voit à nouveau, mais il veut pas. Alors, il n'a pas, peut-être en relançant le soft à nouveau. Ça changera quelque chose. Voilà, il est connecté à l'autre. Non, c'est. Hmm. Dire que ce que vous avez créé, c'est un dispositif périphérique Apple. Vous venez d'être de rentrer dans l'écosystème Apple. Ah, là où c'est pas trop gênant, c'est que moi, je peux toujours voir à l'écran, donc ça va parce que je suis pas perturbé. Euh, Par contre, du coup, côté calibration, moi, j'ai pas calibré cette caméra-là. Ça va être une autre histoire. Donc, la première chose à faire ici, c'est de récupérer le fichier de calibration dans les rapide. Voilà. Alors, l'antenne elle-même. Alors, l'antenne, il faut la caractériser. Donc, ici, on va la définir. Elle est rectangulaire, 16 par 16 pour avoir 256. Elle est en colonne. Il faut que je spécifie sa largeur, sa longueur. En fait, je dois avoir évidemment toutes les distances intermicrophones. Donc, ça permet de faire. Si on se plante dans ces calculs-là, bah, après, en termes de localisation, on ne sera plus loin. Par contre, il y a d'autres antennes. Bah, vous avez pu voir dans le choix, il y avait l'antenne circulaire. Ça, on va pouvoir faire marcher cette antenne-là aussi. Et puis sinon, on peut aussi spécifier les positions des microphones sur un fichier JSON. Voilà. Donc là, ensuite, on a besoin de savoir la grille de résolution, c'est-à-dire le nombre de points qu'on va chercher à traiter. Donc, je ne vais pas aller trop, je ne vais pas en prendre trop, hein, parce que là, on est déjà à 420 points, sachant que c'est un ordinateur qui tourne face à un PC portable, donc c'est quand même pas ce qu'il y a de plus puissant, et qu'on a 256 micros, c'est quand même une grosse antenne. Ensuite, le problème, c'est de savoir maintenant, je vais calculer l'énergie acoustique sur un plan qui va se déplacer. Donc, là, l'idée, c'est où est-ce que je le mets? Est-ce que je me mets à 3 mètres? Ah, là, je vais plus loin. Est-ce que je me mets à 5 mètres, etc. On va se mettre à 3 mètres, on évitera d'aller trop loin. Puis là, on va pouvoir agrandir la surface de vision. Voilà. Ça. Ouais. OK. Ensuite, côté caméra. Alors, le problème, c'est que la caméra, soit elle est au centre de l'antenne, et à ce moment-là, comme tout est calculé par rapport à l'antenne, les positions, bah, tout est à zéro. Soit elle est un peu au-dessus. Moi, j'avais placé un petit peu au-dessus, donc 10 cm. Et là, cette fois-ci, la caméra, elle va être quasiment, elle est encore un peu au-dessus, mais moins. Elle est dans la grille, la caméra. Dans la grille? Non, elle est là. Oui, non, mais je veux dire en hauteur. Hauteur, elle est, ouais. Mais le zéro, c'est le milieu de Oui. la grille, donc je suis un petit peu au-dessus. Et par contre, est-ce que je suis à gauche, est-ce que je suis à droite, d'après eux?
ça fait partir la fenêtre. Donc, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Voilà. Ensuite, là, c'est des échelles de couleurs. Ça, on va pas s'en occuper parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Nous, on va faire les contours d'énergie ici. Donc, les isodécibels, en fait. Et alors là, tout va dépendre du bruit de la source. Là, j'essaye de resserrer au plus proche de la puissance de la source. On va mettre à 60 décibels. Et puis, si on voit rien, il faudra descendre ou monter selon la puissance de la source. Et avec une largeur inter isodécibels très faible. Ici, c'est en décibels. Ici, elles sont toutes là. Ça c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est un décibel pondéré ou Comment? C'est un décibel pondéré ou C'est-à-dire? C'est pondéré par exemple, est-ce qu'il y a un filtre de pondération fréquentielle ou autre? Non. Ah là, non, il n'y a aucun filtrage, rien du tout. Instantané. Ouais. Donc j'ai mis l'antenne. Alors maintenant je charge l'ensemble ici, c'est-à-dire en fait je configure le beamforming, c'est-à-dire que quand je fais ça, il calcule la fameuse matrice de tous les calculs de distance qu'il doit avoir. Ça, c'est fait une fois pour toutes. Alors là, j'envoie. Alors on va faire quelque chose, on va les mettre, tester ça. Ça marche. Ouais. Oh oui, il arrive encore à tuer. 5 mètres, ça passe. Ouais. Bon, les deux côtés. Du coup, là, c'est un algo de beamforming traditionnel ou c'est un réseau? Ah non, c'est traditionnel. C'est traditionnel, d'accord. Ça va mieux détecter une source d'un bruit un peu blanc parce que c'est uniforme dans toutes les plages de fréquence ou Non. Ça va mieux cibler là parce que vous avez notamment les fréquences élevées. Les basses fréquences, ça va être plus difficile à localiser. Et plus vous montez, à conduire dans le trop, c'est plus facile à localiser. Et vous avez le point central, qui est le point rouge au milieu, qui nous donne le maximum d'énergie. Donc là, on est juste au-dessus. Finalement, je n'ai pas fait exprès, j'ai pas bien calibré le. c'est normal qu'on ne peut pas se faire une centrée vu que la calibration est faite. Ah ouais, c'est compté au. Alors, on va même pas un peu sur les alors, en réalité, c'est dur, hein, parce que, vous voyez, sur la droite, là, nous, on voit bien que Il y a de la réverbération. c'est la réverbération qui fait ça. Et des fois, vous pouvez avoir une double source. Là, je vais essayer de voir si j'arrive à mettre en évidence en me mettant, par exemple, sur la table. Regardez, vous voyez le zone, là, ça descend. Il y a un peu d'effet. Voilà. Ah, oui. Donc là, je ne suis pas calibré trop proche, je l'ai mis à 3 mètres. Mais ce que je voulais essayer de vous montrer, c'était l'écho direct. Que finalement, il y a l'onde directe et puis il y a aussi l'écho. Mais voilà, voilà, ça vous donne une idée quand même. Donc,
Voilà. Alors, si on prend des sons plus graves, on va tout simplement, on va plus voir, on va beaucoup moins voir les ISO. Par contre, on verra le centre qui correspondra à peu près. Mais voilà. Ou alors pour voir les ISO décibels, il faudrait réduire encore plus ici, mais ça devient beaucoup plus difficile. Il y a plus de différence d'énergie parce que les lobes, comme on dit, sont beaucoup plus importants. Donc voilà. Bah, là, ça clôt. Voilà. Bon, je pouvais pas faire une démo avec ça parce que ça, faut la ranger, faut la brancher, il faut qu'il y ait un réseau, faut qu'il y ait tout un bazar. Par contre, ça, comme elle était disponible, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer, puis comme ça vous permettra de voir un peu à quoi ça ressemble. Et, et voilà. Et bon, l'algorithme qui est derrière c'est un algorithme de beamforming simple. Toutes les fréquences sont traitées. Donc, on n'a rien filtré. Alors qu'en toute rigueur, il faudrait filtrer pour essayer de s'épargner des bruits de fond inutiles. Il faudrait faire des pré-traitements qui permettent d'améliorer, il y en a plein. Là, c'est vraiment du brut de forme, mais ça nous permet de voir qu'on peut quand même localiser des sources sonores dans une pièce alors qu'il y a des échos partout. Donc, voilà. Inutile de vous dire que vous faites la même mesure dans une salle anéchoïque. Alors là, vous avez un superbe rond qui se dégrade. C'est super beau, mais bon, c'est absolument pas réaliste. C'est quoi le minimum de micro pour commencer à avoir une localisation dans une salle? Moi, je dirais qu'au minimum, c'est 2, mais pas en profondeur. Par exemple, si je voulais que la caméra suive la personne qui parle, oui. À partir de 2, elle arriverait déjà à localiser à peu près la personne qui parle? Bah, ça dépend, parce que si vous êtes à 2, vous allez avoir l'azimut. Mais en fait, ça dépend de si vous voulez juste la direction azimutale, si vous voulez aussi la hauteur, si vous voulez la profondeur. Donc après, il faut augmenter le nombre de microphones en fonction de ça. Mais avec 2, vous avez déjà la position azimutale, par exemple. Vous les mettez sur le plan azimutal. Donc, mais attention, vous n'aurez pas la même précision. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Ils font comment pour avoir la profondeur? Parce que je comprends bien la hauteur, l'horizontale, mais la profondeur, comment c'est fait avec l'ensemble? Alors là, la profondeur, on rentre dans une problématique qui est plus acoustique, qui est que, en fait, comme on dit, soit on fait du beamforming en champ proche, soit on fait du beamforming en champ éloigné, en champ distant. Champ distant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va considérer que l'onde qui arrive sur les microphones, elle est plane. Parce que comme elle est très loin, ça veut dire qu'au moment où elle arrive sur le microphone, elle est plane. Et donc, on fait une approximation qui permet de faire des calculs plus rapidement. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas la profondeur. D'accord? Vous avez la direction. Donc, on va étudier la direction tout simplement en disant, ben voilà, le son vient de là, mais alors je ne peux pas dire dans quelle profondeur il est. Par contre, si vous faites plus cette approximation-là et que vous faites en champ proche, c'est-à-dire que là, vraiment, le beamforming est calculé en calculant toute la distance entre chaque point de l'espace et les différents micros, là, vous pouvez avoir une notion de position de l'énergie sonore dans l'espace. À condition, là, moi, c'est pas ce que je fais, parce que je calcule sur un seul plan. Oui. Ça veut dire qu'il faut que je prenne un autre plan et que je calcule sur un autre plan. Il faudrait que je calcule sur différents plans pour avoir là des informations sur la profondeur. Et du coup, vous sauriez sur quel plan c'est en fonction du maximum d'énergie. Là où il y aura le maximum d'énergie sur un plan. Alors, voilà. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est pour aller plus loin, c'est des antennes publiques. Typiquement, pour faire l'analyse de matériel dont on voudrait analyser les émissions sonores, du matériel électroménager qui peut être jusqu'à des gros moteurs hein, quand même, on va faire une antenne cubique de 2 mètres sur 3 mètres, c'est-à-dire on déploie une antenne de micro autour. Et là, elle est cubique, donc là, on a vraiment une spatialisation totale des mesures et c'est l'idéal. Parce que sinon, on n'a pas du tout la même précision qu'une antenne 2D qui reste quand même, c'est pas là qu'on a la meilleure approximation de la profondeur. C'est surtout de la direction. Donc pour la direction, par exemple pour la détection de drone, ce ne sera pas tant la distance qui va être pertinente que le fait que le drone ait de telle direction. Après, ça peut permettre effectivement de diriger une caméra ou de savoir que c'est à telle direction qu'il est. Une autre question qui a été posée en ligne, est-ce que vous avez déjà envisagé les applications sous-marines? Alors sous-marine, alors ça c'est marrant parce que autrefois le laboratoire, l'Institut Jean Laurent, l'équipe qui faisait de l'acoustique à Jean Laurent d'Alembert faisait l'équipe de l'acoustique sous-marine. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté il y a une quinzaine d'années. Donc là, moi aujourd'hui non,
Mais je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés parce qu'ils ont demandé, on a une équipe, une startup qui s'est créée il n'y a pas très longtemps, qui nous ont demandé de leur donner de leur prêter une antenne parce qu'ils voulaient faire la même chose en sous-marin et qu'ils voulaient déjà étudier en aérien les systèmes que ça donnait, mais l'idée c'était de faire une antenne sous-marine. Alors, est-ce que c'est pas un changement total de paradigme par rapport à une antenne aérienne? il y a des paradigmes physiques qui sont plus les mêmes. Propagation du son dans l'eau, c'est plus la même vitesse, etc. Ça change. Bon, voilà, il y a des problématiques physiques qui changent, mais par contre, la technique elle-même de beamforming est toujours vraie. Donc, on peut évidemment localiser sous l'eau des sources sonores. Ensuite, alors, j'ai un autre collègue qui il n'utilise pas le beamforming, mais il est intéressé par déployer des antennes sous-marines pour détecter, localiser des baleines, des sons de baleines, par exemple. Et là, les antennes, elles vont être très, très grandes. C'est là la difficulté. Et pourquoi elle est très, très grande? C'est pour pouvoir cibler le plus loin possible avec un maximum de précision, quoi. Mais donc, réponse oui, mais nous, on n'en fait pas, par contre. On n'a pas d'hydrophone, on n'a pas fait de... Mais on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés. Donc, les premiers modèles Mega Micro, ils étaient faits sur des hydrophones, en fait. C'était très intéressant. Dernière, une autre question, est-ce que ça pourrait marcher au travers d'un mur? D'un quoi? Est-ce que ça pourrait marcher au travers d'un mur? Ah, waouh! Après, c'est chaud, parce que d'habitude, oui, parce que là les murs réfléchissent les ondes sonores, normalement. Alors, ils vont les absorber plus ou moins, selon leur revêtement. Mais de là à ce que l'onde traverse. Alors, parce qu'après, il y a un souci entre oui et non, en fait. Parce qu'il va y avoir transformation de l'onde acoustique en onde mécanique, parce que la paroi, elle va vibrer, puis après, à nouveau, onde acoustique. Donc, de ce point de vue-là, on pourra envisager les choses. D'ailleurs, il y a des gens qui s'intéressent, mais ils disposent plus aussi des capteurs mécaniques pour justement essayer d'étudier les perturbations sonores entre appartements, voire se propageant, des sources sonores se propageant au travers d'immeubles sur des architectures de bâtis. Donc, en soi, c'est une question qui intéresse. Moi, j'ai mon collègue qui m'en a parlé une fois, donc acousticien. Moi, je suis pas acousticien, donc je peux pas non plus parler comme un acousticien. Quand même, je fasse attention. Mais lui, il m'a dit, on pourrait déployer sur des structures des bâtiments, des antennes, mais sauf que au lieu d'utiliser des microphones, on utilise des capteurs mécaniques de type gravité, enfin de vibration. Et pour étudier la déformation de structures ou la propagation d'ondes sonores au travers de ces structures sous forme d'ondes mécaniques. Si on prend l'exemple du son qui viendra à travers une porte ou à travers un mur, là, du coup, ce qui serait détecté comme source du son, ça serait le mur. C'est ça. Vu qu'elle vibre. Ça, vraiment, si on a une très mauvaise isolation pour le coup. Oui, alors si vous cherchez. Oui. Vous pouvez détecter des zones où l'isolation n'est pas bonne, c'est-à-dire que si vous entendez du bruit et que vous êtes dérangé par du bruit, là par contre vous pouvez avoir la source de bruit non pas forcément extérieure, mais par où elle rentre. Et il y a des fois on tombe sur des cas insoupçonnés. Hein. On est loin de... Enfin, les ondes acoustiques, c'est assez effrayant. Hein. Par moment, on peut se retrouver dans des cas de figure complètement... D'abord, nous, quand on localise des sons, on utilise nos deux oreilles et des fois on se trompe complètement parce que les oreilles sont. D'abord, il n'y en a que deux. Et donc, c'est du coup intéressant d'utiliser ce genre de système pour faire des vraies localisations et vraiment comprendre d'où vient le son. Et des fois, c'est pas du tout intuitif, mais pas du tout intuitif. Mais voilà, pour ce qui est de la progression dans les bâtiments, oui, c'est ce que je disais, c'est les parois se transforment en résonateurs et c'est comme ça que ça transmet le son. Et des fois, c'est étonnant. Moi, chez moi, j'habite au 6e étage et ça m'arrive d'entendre des gens qui descendent l'escalier du 7e étage en talons jusqu'en bas, et je suis à l'endroit le plus reculé de mon appartement, j'entends les talons jusqu'en bas. Et là, je me dis, mais par où ça passe? C'est comme si tout le bâtiment vibrait, quoi. C'est incroyable. J'aurais une question. Dans le cas où on a plusieurs sources, par exemple, là, admettons sur une pièce, et qu'on a plusieurs sources, oui. Comment serait présenté sur les faisceaux, enfin, en tout cas la propagation sur
Bah là, vous avez vu les cercles qui se dessinent, si vous avez deux sources. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. Il y a des échos tout à l'heure, et je ne suis pas bien arrivé. Vous allez avoir plusieurs cercles. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, ça va quand même localiser. Voilà. Donc, du coup, après, ça va dépendre aussi de ce que vous voulez faire avec votre algorithme. Est-ce que vous cherchez juste à détecter la source la plus puissante? À ce moment-là, vous faites un seuil. Vous dites, bon, là où j'ai le plus d'énergie, je m'arrête là. Mais nous, par exemple, dans le cadre de l'élevage, il faut qu'on aille au-delà. On va chercher les 2 ou 3 plus fortes énergies parce que les animaux peuvent crier à plusieurs moments, à des endroits différents. Et donc, il faut arriver à les départager. Et donc, à ce moment-là, on va avoir plusieurs pics d'énergie en différents lieux de l'espace. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en arrive à une application potentielle qui est la séparation de sources. Qui est par le moment où vous pouvez faire du filtrage spatial, c'est-à-dire n'entendre que ce qui vient d'une certaine direction, ça revient à faire de la séparation de sources et dire, bah moi, je m'intéressais juste à cette source qui se situe là et n'écouter qu'elle et pas les autres qui me perturbent. Ok, et ça, vous faites ça comment? C'est en fonction du niveau d'énergie, ou ça serait plus, regarder plus les niveaux sonores? Non, alors à ce moment-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous additionnez tous les signaux qui viennent de tous les microphones, si vous avez calculé, par exemple, vous vous dites, moi je veux écouter ce qui vient exactement de cette direction-là. Donc vous allez calculer les délais et les retards qu'il faut pour que tous les sons qui viennent de ce signal, de cette direction-là s'additionnent simultanément. Parce que quand vous écoutez une source dans un endroit, la source qui arrive sur chaque microphone, c'est la même. C'est juste qu'elle arrive avec des temps de retard d'un microphone à l'autre, mais c'est la même. Donc si vous additionnez tous les microphones en ayant fait les bons délais, bah, vous avez un beau signal qui va d'un seul coup devenir d'amplitude très importante, qui est la somme sur tous les signes du même signal sur tous les micros. Et à l'opposé, tous ceux qui sont dans les autres directions vont avoir tendance à s'annuler. Donc, si vous récupérez juste la somme de ce signal-là, vous avez un nouveau signal, qui est un signal qui correspond à la somme des micros pondérés par les différents délais. Vous obtenez un nouveau signal, c'est ce qu'on appelle le signal beamformé, qui vient de cette direction-là, et du coup, vous pouvez traiter que lui. Et là, c'est là que vous avez fait le filtrage spatial. Et là, on n'est plus dans une question de savoir d'où ça vient, on ne localise pas, on s'en fiche à la limite. On dit, moi, je veux écouter cette direction-là. Et là, du coup, on positionne l'antenne vers cette direction-là, ce qui revient à distribuer les délais qui correspondent à cette direction-là sur les retards. Et on récupère la somme on additionne tous les signaux. Et à ce moment-là, on obtient un signal beamformé qui correspond au signal filtré spatialement. Une dernière question d'Eric en ligne. N'hésitez pas à la poser directement, Eric, si vous voulez. Ouais. Le mécanisme que vous venez de décrire, est-ce que ça correspond à ce que fait le cerveau quand on souhaite sélectionner une source pour se concentrer sur quelqu'un qui nous parle alors qu'il y a du bruit autour? Oui, enfin, c'est un des mécanismes parce que le problème avec le cerveau, c'est il y a des fois, on ne sait plus trop si ça se passe au niveau cognitif ou pas, à quel niveau de la cognition ça se passe. Mais de toute façon, forcément, il y a déjà ce niveau-là qui intervient parce que le cerveau localise les sons, justement, par analyse des retards entre les deux oreilles. Donc, de toute façon, c'est sûr que ça intervient. Maintenant, est-ce que quand vous cherchez à vous concentrer sur une conversation, est-ce que le cerveau met en œuvre que ce mécanisme-là? Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est déjà plus au niveau cognitif, mais il y a forcément, ça joue aussi. Je risquerais de dire des bêtises en allant plus loin parce que là, je ne suis pas un neurologue. Voilà. En plus, c'est difficile parce qu'au niveau du cerveau, les signaux qui arrivent au cerveau ne sont pas les signaux temporels directs. Hein. Ils sont passés par la cochelée, c'est une traduction de fréquence selon une échelle particulière, hein, qu'on appelle l'échelle de Mel. Donc en plus, déjà, il y a une forme de filtrage qui est faite, une échelle logarithmique en fréquence. Donc c'est ça qui arrive au cerveau. Alors on se dirait, puisqu'on est en fréquence, c'est bizarre, comment est-ce qu'il va analyser les retards de phase? Mais comme en fait, l'information qui arrive par fréquence, puisque c'est des fibres nerveuses spécialisées sur les différentes fréquences, hein, mais comme c'est envoyé sous forme de trains de spike, et c'est ces trains de spike eux-mêmes qui vont être en décalage les uns avec les autres, et c'est ça qui va être intégré en termes de différence par les systèmes neuronaux qui sont derrière. Donc c'est quand même assez compliqué. Et nous, en l'occurrence, dans les systèmes, on utilise le même principe physique, mais pas le même principe mécanique pour l'implémenter. Moi, j'ai pas de train de spike dans mes algorithmes pour faire. C'est ma question, parce que dans les analyses de caméras, maintenant, il y a des gens qui font des caméras avec du spiking. Oui. Je me demandais si dans l'analyse de sources sonores, il y a des gens qui... Comment? Et les architectures de réseaux de neurones qui sont inspirées des spiking. Voilà, et il y en a aussi, j'ai vu des oreilles audio comme ça, oui, il y a une dizaine d'années. Donc, il y en a qui sont intéressés à ça aussi en audition. Et
Mais bon, comme après, très vite, les histoires de très vite, on rentre au niveau cognitif, où le cerveau est capable, au niveau du dessus, après, de se focaliser sur. Il y a des gens qui ont fait des expériences sur un signal de parole, vous récupérez un signal de parole, vous ne prenez que les transitions entre phonèmes. On arrive à comprendre ce qui est dit alors que vous avez gommé l'essentiel du signal. Donc, comment ça marche là-dedans, c'est pas trivial. Eh bien, merci beaucoup, Bruno, pour cette présentation Voilà. et ces réponses à toutes ces questions qui ont suscité beaucoup J'espère que- d'intérêt. Et puis, merci Je vous remercie. Hein. je suis le bienvenu pour revenir quand tu le souhaites et on sera très heureux de pouvoir suivre tes travaux et les aventures de Bimea ces prochains mois et années. Et merci beaucoup à tous également en ligne. Et puis, on vous souhaite à tous à bientôt. Et puis, on vous dit, on vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre agenda pour les prochains événements qui arrivent très rapidement. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci, bonne fin de journée. À bientôt. Et bravo. Et bravo, bien entendu.